Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième grande thématique de géographie, l'Union européenne, des dynamiques de développement des territoires. Aujourd'hui, nous allons voir la première grande partie de cette thématique. Celle-ci a pour titre, donc grand 1, de l'espace européen au territoire de l'Union européenne. Avec pour première sous-partie, il y en aura quatre au total, celle que nous allons traiter aujourd'hui. Donc cette première sous-partie a pour intitulé Europe, Europe, un continent entre unité et diversité. Et j'ai choisi pour illustrer justement ce titre la devise de l'Union européenne qui indique à elle seule finalement la complexité de cette union, l'unité dans la diversité. Alors pourquoi avoir mis Europe au pluriel? L'Europe a souvent été marquée par une mosaïque de cultures. En effet, en premier lieu, on pourrait prendre le cas de la langue. Les territoires européens sont parsemés de langues et d'orthographes différents. Il y a le latin, il y a le grec, mais aussi le cyrillique. Ensuite, les religions, les trois grandes religions monothéistes, sont présentes sur le continent européen. Les juifs tout d'abord, les chrétiens, ainsi que les musulmans. Et pour revenir sur les chrétiens, il existe là aussi les différents chrétiens que sont les catholiques, les protestants, mais aussi les orthodoxes. Enfin, les cultures sont elles aussi très différentes d'un endroit à un autre de l'Europe. Concernant maintenant les densités de population, on remarque qu'il existe une dorsale européenne qui pourrait partir donc de Londres jusqu'à Milan. À ce cœur de l'Europe, qui est la dorsale européenne, il y a de véritables vides. Alors là, ce n'est pas illustré sur la carte, mais il y a par exemple l'extrême nord des pays scandinaves, que sont la Finlande, la Suède ou la Norvège. L'ensemble des pays de l'Europe possèdent des organisations politiques variées, qu'il s'agisse de monarchies parlementaires, comme c'est le cas notamment en Angleterre, ou de républiques, comme c'est le cas en France. L'organisation des États peut être centralisée, comme en France, elle peut être décentralisée, comme en Italie, ou tout simplement fédérale, comme il existe en Allemagne. Alors, après tout ça, on peut se demander qu'est-ce qui unit véritablement l'Europe. Alors, la première réponse que l'on pourrait apporter à cette question, c'est tout simplement le christianisme. Comme le montre cette carte, au VIe siècle, l'Europe est en grande partie à majorité chrétienne. Partout en Europe, on peut y voir des églises qui démontrent l'importance finalement de la religion chrétienne en Europe. Des périodes de l'histoire ont eu aussi un impact majeur à travers toute l'Europe, comme ce fut le cas pour la Renaissance et l'humanisme, comme ce fut le cas aussi pour les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, pardon, ou enfin, et plus récemment, les deux guerres mondiales qui ont eu pour principal théâtre des opérations l'Europe. Certaines valeurs sont également partagées par la plupart des pays européens. Ce sont des valeurs de démocratie, d'une part, en termes politiques ou en termes économiques. Euh, les valeurs se tournent plus vers le libéralisme économique. Le fait de vivre en ville aussi est lui aussi partagé de par l'Europe. Enfin, des caractéristiques démographiques sont vérifiables à travers toute l'Europe, comme le vieillissement de la population ou encore la faiblesse de la fécondité des Européennes. Alors après avoir vu ces diversités de l'Union européenne et ces unités, nous allons passer dans un deuxième point à l'Union européenne, une union d'États à géométrie variable. Nous allons expliquer ce que veut dire ce terme de géométrie variable. Alors, il existe en Europe un croisement de plusieurs organisations qui montrent finalement la complexité de ces emboîtements les uns avec les autres. Tout d'abord, le Conseil de l'Europe, qui réunit à lui seul 47 États membres et même des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Il faut faire la distinction entre Conseil de l'Europe et Union européenne. Comme l'indique la carte, 800 millions de personnes sont membres justement de ce Conseil de l'Europe. Alors ce Conseil de l'Europe est la première organisation à avoir vu le jour après la Seconde Guerre mondiale. Comme je l'ai indiqué, celle-ci rassemble 47 États et elle s'occupe principalement
de tous les aspects juridiques de l'Europe. Enfin, il y a l'OTAN, que nous avons déjà abordé lorsque nous parlions de la guerre froide. L'OTAN, aujourd'hui, s'est ouverte depuis 1989 et donc la chute du bloc soviétique à des pays anciennement communistes, comme ce fut le cas en Pologne ou en République tchèque, ou encore en Hongrie. Enfin, et c'est ce point sur lequel nous allons nous arrêter un petit instant, l'Union européenne. Alors je vous ai mis le drapeau qui s'est arrêté à 12 étoiles, puisque celui-ci a été fixé en 1992, au moment où il n'y avait que 12 États membres. Et je vous ai mis, en plus de cela, la carte de l'Union européenne, des 27 États membres de l'Union européenne. Alors, pour comprendre un petit peu la complexité de cette Union européenne, il y a des amalgames qu'il ne faut pas faire. Déjà, savoir que tous les pays membres de l'Union européenne ne font pas partie de la zone euro. Lorsque l'on parle de la zone euro, c'est pour indiquer justement quels sont les pays qui ont adopté l'euro comme monnaie d'échange. Comme le montre la carte, le Royaume-Uni, qui est membre de l'Union européenne, n'a pas adopté l'euro comme monnaie locale. Alors, l'objectif étant de définir la zone étudiée pour ne pas risquer la confusion. Seuls, comme le montre la carte, 17 pays ont adopté l'euro comme monnaie d'échange. Les autres ont conservé leur propre monnaie. Alors, première complexité, sur ces 17 pays membres de la zone euro, 3 ne font pas partie de l'Union européenne. Il y a Saint-Marin, puis le Vatican, mais aussi Monaco, qui sont des micro-États en fait. Et les 10 pays nouvellement entrés dans l'Union européenne n'ont pas eu la possibilité d'adopter l'euro. Il faut une certaine période d'adaptation à l'Union européenne avant d'en adopter sa monnaie d'échange. Les visions concernant les objectifs, les finalités de l'Union européenne divergent là aussi. Quelles sont les finalités de l'Union européenne? Par exemple, pour l'Angleterre, l'objectif de l'Union européenne reste la création d'une zone de libre-échange économique, ni plus ni moins. La principale donnée donc de l'Union européenne, le principal objectif de l'Union européenne pour l'Angleterre reste essentiellement économique. Ce qui n'est pas le cas pour l'Allemagne ainsi que la France, qui sont, je vous le rappelle, les deux pays membres fondateurs de l'Union européenne. Donc pour ces deux pays ont une vision plus fédéraliste de cette union. Ils souhaitent en effet abandonner certaines prérogatives appartenant à l'État, comme ce fut le cas notamment pour la monnaie, ce qui est un pas vraiment franchi par l'Europe. Enfin, je terminerai là-dessus concernant cette deuxième sous-partie. L'Union européenne, depuis 2004, est passée de 15 à 27 membres. L'Europe doit donc composer avec cet élargissement qui n'est pas sans bouleverser son fonctionnement. À l'avenir, l'Europe souhaite prolonger son élargissement avec des cas qui ouvrent à de nombreux débats, qui peuvent remettre en cause justement les frontières même de l'Europe. Depuis 1963, nous l'avons vu en cours, la Turquie est associée à l'Union européenne par un traité d'association. Depuis 1999, le débat est ouvert concernant la future candidature de la Turquie. Et ces négociations concernant son adhésion sont débattues depuis 2005. Pour entrer dans l'Union européenne, celle-ci demande aux futurs membres des conditions particulières, notamment en termes politiques. Il faut que le pays, futur membre de l'Union européenne, ait adopté la démocratie comme régime politique. Ensuite, il y a des conditions juridiques comme les acquis communautaires. C'est le cas par exemple de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et encore économique. Économique, il faut que ces pays aient adopté justement le libéralisme comme source économique. Pour la Turquie, je reviens là-dessus, beaucoup d'Européens jugent que les libertés et les droits, notamment pour les femmes ou les minorités, telles que la minorité kurde, sont insuffisamment respectés. Enfin, le fait que ce soit un pays peuplé,
Si la Turquie entrait dans l'Union européenne, la Turquie à elle seule serait l'État le plus peuplé de toute l'Union européenne. Et le fait aussi également qu'il soit un pays à population musulmane sert de contrepoids à son adhésion.